merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette visioconférence sur le syndrome de Diogène. Donc, on est déjà très, très nombreux. On est plus de 80 ce matin. On a 150 inscrits, donc je pense qu'il va y avoir encore du monde. Bonjour Camille. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des outils pour accompagner les personnes qui ont ce syndrome de Diogène. Donc, cette visioconférence est animée donc, par moi-même, qui suis la fondatrice de la structure Movadom, également Gwendoline Gourlin, qui a travaillé pendant plusieurs années avec moi, notamment sur ce sujet, et Samuel Benveniste, qui est directeur adjoint du CEN Stimco et qui a une proposition d'accompagnement qu'il va nous présenter et qui est très intéressante et qui change vraiment de ce que vous avez pu découvrir ou de ce que vous pouvez connaître jusque-là. Donc, j'espère que cette visioconférence vous apportera plein d'éléments nouveaux et vous aidera dans l'accompagnement de vos bénéficiaires, sachant qu'effectivement, cette période particulière nous permet de prendre des temps de ce type-là à distance pour vous faire ce type de présentation. Donc, on va commencer tout de suite par vous présenter un petit peu, nous, nos métiers et dans quel cadre nous accompagnons les structures. Donc, de mon côté, Movadom propose des visioconférences aussi pour les bénéficiaires. Donc, vous avez peut-être certains vu passer des outils qui vous présentant des visioconférences sur le tri. Notamment, on a commencé par le tri administratif, puis le tri des livres. On fait une visioconférence aussi cette semaine sur l'adaptation du logement. Donc là, pour les retraités, donc vous pouvez évidemment les partager. Je vous enverrai tout ce qu'il faut pour pouvoir les partager. On propose également des formations pour vos équipes sur le syndrome de Diogène notamment, le financement de ces situations, qui est quelque chose de souvent très compliqué, et puis l'ingénierie pour les bailleurs au changement de projets de vie pour les seniors, notamment lorsqu'il y a des démolitions ou des réhabilitations qui sont mises en place et qui sont généralement des projets complexes pour les retraités à intégrer, accepter. Donc, vous avez mon mail, je vous remettrai toutes les informations si vous souhaitez qu'on en discute à un autre moment. Samuel, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Comme ça, je te laisse te présenter. Tout le monde saura qui tu es et quelle est ta fonction dans cette présentation. Voilà, j'active mon micro. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le directeur adjoint du CEN Stimco, qu'on a maintenant, qui est donc un laboratoire de recherche, qui fait partie d'un laboratoire de recherche qu'on appelle maintenant le Broca Living Lab, qui est donc un laboratoire de recherche sur les technologies à l'usage des personnes, des seniors, des personnes âgées, parce que nous, notamment qui ont des troubles cognitifs. Et puis des personnes qui les accompagnent. Et donc, notre spécialité, effectivement, c'est de travailler sur, donc c'est à l'hôpital Broca, et on travaille beaucoup sur toutes les technologies, notamment qui vont aussi bien du pilulier électronique à la robotique, en passant par les bracelets de géolocalisation et toutes ces choses-là, en essayant de faire de la recherche sur ces technologies pour les améliorer, évaluer leur utilité, et puis aussi aider, je dirais, les grandes structures, par exemple la PHP dont on fait partie, à s'équiper, à choisir ce dont ils sont équipés. Voilà. Très bien, parfait. Merci Samuel. Et en termes du dispositif dont on va parler, il y a une possibilité également de l'accueillir dans les structures qu'il souhaiterait. Alors voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Le dispositif que je vais vous présenter, c'est un dispositif donc, qui utilise la réalité virtuelle pour faciliter, je dirais, pour travailler sur le désencombrement avec les personnes qui ont un syndrome de Diogène. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il s'agit donc, comme je vous disais, d'un dispositif qui est créé par notre laboratoire, qui est un laboratoire de recherche, donc qui n'a pas vocation à vendre ce qu'il fabrique. Et donc, ce dispositif
possiblement peut être partagé librement auprès des structures qui souhaiteraient le mettre en œuvre. Évidemment, il s'agit d'un prototype, donc il faut, je dirais, c'est pas forcément évident à déployer, mais ceux qui le souhaiteraient, on peut évidemment en discuter. Voilà. Superbe. Eh ben, merci Samuel, on a tous envie d'en savoir plus très bientôt. Parfait. Donc, on va commencer tout de suite cette visioconférence par une première question. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir à quelle fréquence vous rencontrez des situations de syndrome de Diogène auprès de vos bénéficiaires. Donc, je vous ai mis 1, 2, 3, 4. L'idée, c'est que dans le petit endroit de conversation, pour ceux qui l'ont réussi à le trouver, donc la petite bulle, vous puissiez nous dire si vous rencontrez ces situations à chaque visite à domicile. Donc ça sera le numéro 1. Très régulièrement, vous me tapez le numéro 2, occasionnellement numéro 3 et rarement numéro 4. Donc très régulièrement, j'ai 2. Ah oui, donc Manon, Aurore, très régulièrement, occasionnellement, rarement. Oh, superbe, on a plein de réponses, c'est parfait. C'est très rapide, occasionnellement. Donc là, je vois que c'est quelque chose qui est plutôt occasionnel pour certains. Certains ont quand même vu très régulièrement. J'ai pas à chaque visite, mais ok, superbe. Parfait. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui semble être Stéphanie, très occasionnellement aussi. Marie-Odile, rarement. D'accord. Eh bien, merci à tous pour vos réponses. N'hésitez pas à continuer à répondre. De toute façon, dans le questionnaire satisfaction de fin de conférence, je vous poserai exactement la même question, mais qui nous permettra d'avoir des statistiques. Donc là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de 2 et 3. Donc, ce qui ressort, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez régulier pour vous. Bon, ce qui est assez cohérent sur le fait que vous soyez aujourd'hui présent sur cette visioconférence. Donc, merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques d'une personne atteinte du syndrome de Diogène. Je pense que c'est aussi important qu'on parte sur les mêmes bases tous ensemble, parce que souvent, il est assez difficile de faire un diagnostic et vous verrez que c'est quand même quelque chose qui est vraiment crucial, clé. Donc, je m'appuie là sur les travaux qui ont été faits par le CMRR-IF. Je vous enverrai toutes les informations sur cette structure et notamment, je vous ai mis dans la conversation, mais il faudra remonter un petit peu en arrière, un lien sur une fiche d'information sur le syndrome de Diogène qui est vraiment très bien faite et qui reprend ces éléments-là avec plus de matière. Mais déjà, la première caractéristique, c'est généralement une absence de sollicitation vers l'extérieur. Souvent, dans les situations que moi j'ai pu rencontrer avec les travailleurs sociaux, le jour où on se rend compte de la situation, déjà, il est souvent malheureusement trop tard parce que la personne n'a pas fait appel à qui que ce soit, ni déclenché une sonnette d'alarme en disant « je n'arrive plus à entretenir mon logement ». Et souvent, c'est parce qu'un voisin, un proche s'est rendu compte de la situation. Et donc, finalement, on va se retrouver dans une situation où le travailleur social a été appelé, mais pas par la personne, parce qu'il y a vraiment cette absence de sollicitation et de souhait d'être accompagné, parce que la personne, elle, vit bien dans son logement, même si on verra qu'il y a quand même des choses qui peuvent être dangereuses, notamment pour la sécurité. Mais c'est vrai que c'est quand même la caractéristique principale. Et j'avais participé à une conférence, la physique pour le coup, avec le professeur Hugonneau qui travaille justement avec Samuel. Et elle disait que c'était vraiment une des caractéristiques principales, c'est cette absence de sollicitation vers l'extérieur. Et la personne ne va absolument pas demander finalement à être aidée. Donc ça, c'est la première caractéristique qui normalement doit vous permettre de détecter qu'il peut y avoir un souci. Deuxième élément, c'est une relation inhabituelle aux objets. Donc ça, c'est ce qui est le plus visible finalement, qui est le plus facile à détecter. Généralement, c'est pour cette raison-là qu'on est appelé. Ça peut être parce que le logement, il y a des petites bébêtes qui ont infesté le logement. Généralement, malheureusement, ça va avec. Des odeurs aussi nauséabondes. Je pense qu'on a beaucoup de bailleurs aujourd'hui. C'est souvent le voisinage qui va alerter parce qu'il y a effectivement un entassement qui fait que le logement
logement peut parfois être dans des situations très complexes d'hygiène. Et puis aussi des problématiques là liées au bâtiment avec des fuites, une impossibilité de faire des travaux. Et j'ai beaucoup de bailleurs qui se rendent compte de ces situations, pas parce qu'il y a une demande des voisins qui n'osent pas toujours d'ailleurs en parler à leurs bailleurs, mais aussi parce qu'on doit démolir l'immeuble ou faire des travaux et qu'on se rend compte en voulant rentrer dans le logement ou en faisant une enquête sociale que ce n'est pas possible parce que le logement est surencombré. Donc cette relation inhabituelle aux objets, moi ce qui m'avait étonné, ce que nous disait le professeur Hugonneau, c'est que finalement ça peut être donc une façon d'entasser. Alors un entassement propre ou sale. Moi, j'ai vu des entassements de logements avec des livres ou des magazines. Dans ces cas-là, vous avez de la poussière, mais vous n'allez pas avoir des odeurs, vous n'allez pas avoir tout ce qui est petites bébêtes qui viennent s'installer. Donc ça peut être une première possibilité. Après, vous pouvez avoir des entassements de choses extrêmement désagréables. Ça peut aller, alors j'espère que vous avez petit déjeuner il y a un petit bout de temps, mais jusqu'à des excréments dans le logement, hein, sur le sol, des excréments dans des boîtes. On nous a raconté là dernièrement un entassement de pigeons morts. Alors là, je vous avoue que c'était une grande première pour moi. Donc des petites boîtes qui étaient entassées avec la date de décès de chaque pigeon. Et donc là, vous aviez un mur de pigeons morts et finalement, tout le reste du logement était impeccable. Donc, vous voyez des situations qui parfois sont très difficiles à détecter parce que là, c'était les voisins qui avaient dit il y a une odeur terrible. L'assistante sociale rentre, à première vue, il n'y a rien. Et puis finalement, on avait cette problématique d'entassement de pigeons. Il peut y avoir aussi, et ça c'est plus étonnant, la possibilité de vraiment tout vider, donc des logements complètement vides. Alors c'est peut-être moins embêtant effectivement là pour le coup pour l'extérieur, mais c'est vrai que c'est une possibilité également que moi je ne connaissais pas, mais en tout cas d'un désencombrement qui est trop important où la personne finalement n'a plus rien dans son logement et s'est débarrassée de tout. Et puis souvent, une négligence dans sa relation à soi, donc ça va être des personnes qui vont se négliger complètement, donc ne pas se nettoyer. On peut avoir des personnes, moi j'ai rencontré des personnes qui vous accueillent nues, donc vous ouvrez la porte, elles sont pas habillées en fait, voilà, elles vous accueillent comme ça, donc peut-être avec une petite veste, mais parce que le manteau, enfin le pantalon ne lui va plus, la personne ne peut plus accéder aux toilettes, enfin voilà, des situations d'hygiène qui peuvent paraître inimaginables et face auxquelles on se retrouve vraiment parfois étonné et ça peut être très compliqué. Alors on me dit que le son est haché. Alors essayez peut-être de déconnecter certains éléments. J'avoue que je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, je pense que ça doit être malheureusement problème d'internet. Donc ce manque d'hygiène est effectivement quelque chose qui peut être un déterminant, mais j'ai moi aussi on a rencontré dans nos situations des personnes qui étaient extrêmement propres, bien habillées et qu'on rencontrait dans la rue. Jamais on aurait pu dire que cette personne vivait dans un logement complètement sale, encombré, enfin voilà. Donc ça aussi, attention, a priori le déterminant commun, c'est une absence de sollicitation vers l'extérieur et après vous avez plein d'autres déterminants que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la fiche que je vous transmettrai, des combinaisons possibles. Il y a vraiment cette possibilité de combinaison et on ne peut ne pas retrouver tous les déterminants sur une situation. Généralement, il y a aussi une relation aux autres qui est complexe et une fuite du contact, ce qui explique aussi que les situations sont peu connues. J'avais rencontré, moi, une situation où une dame est décédée dans un logement, un très grand logement en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. Et moi, on m'a appelé un petit peu à la rescousse parce que finalement, le logement, quand la famille, donc son ex-mari et sa fille sont rentrés dans le logement était encombré jusqu'au plafond d'objets, d'affaires. Et quand on a dû vider le logement, donc pour vous donner une idée du volume, on s'est retrouvé avec 7 camions. Donc 7 camions de 20 mètres cubes. Donc ça fait à peu près 140 mètres cubes.
c'est extrêmement important. Le coût financier pour vider ce logement, très compliqué également. Et ce qui peut paraître étonnant, c'est que sa fille et son ex-mari, qui avaient des contacts très réguliers avec cette dame, n'étaient absolument pas au courant et ne s'étaient absolument pas rendu compte que cette dame avait cette problématique. Parce que tout simplement, très maligne, elle leur proposait d'aller au restaurant, d'aller chez eux, mais jamais chez elle. Et donc, pendant 10, 15, 20 ans, ils n'étaient pas rentrés dans le logement. Et ils se sont rendus compte de la situation uniquement le jour où ils ont dû se dire on va mettre en vente et on va appeler un agent immobilier. Là, vous vous doutez bien de la surprise qu'ils ont eue. Et dans ces situations-là, quand c'est une maison, là c'est une maison qui était un peu isolée, il n'y a pas de voisins qui allaient alerter. Donc c'est vrai que la chance qu'on a quand on est dans des logements assez denses, c'est qu'en général les voisins peuvent s'en rendre compte, notamment en termes de nuisances, tout ce qui est odeur et puis également des problématiques de petites bébêtes. Donc ça, ce sont les caractéristiques qui vont nous aider derrière à faire un diagnostic qui peut être intéressant. Autre chose à avoir en tête, et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est assez délicat, c'est qu'il y a une diversité assez importante des situations. On ne peut pas faire un profil type finalement d'une personne qui a le syndrome de Diogène, et c'est là où ça rend les choses plus complexes. Parce que finalement, en termes d'âge, moi, j'ai pu rencontrer dans les conférences qu'on a pu faire où l'échange avec les travailleurs sociaux était vraiment important, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'âge. Alors, on parle beaucoup des personnes âgées. Moi, de mon expérience, ce que je dirais, c'est uniquement que finalement, ça fait plus longtemps qu'ils ont ce syndrome-là et qu'ils ont entassé. Mais vous pouvez avoir des personnes qui sont jeunes. Moi, j'avais un monsieur d'une trentaine d'années qui vivait seul et qui avait, alors on avait 10 cm sur le sol de papier administratif, on n'en avait pas 2 mètres, mais en tout cas, à 35 ans, il avait cette caractéristique, il avait cette problématique. Donc en termes d'âge, on ne peut pas vraiment donner un type qui soit toujours le même. Sur est-ce plutôt des hommes, plutôt des femmes? Moi, j'ai rencontré vraiment 50-50 et les travailleurs sociaux avec qui on a pu discuter nous ont dit exactement la même chose. Il n'y a pas d'âge spécifique auquel on peut être touché, ni de personnes, hommes ou femmes. Ensuite, sur les ressources financières, ça, je pense que c'est une caractéristique qui est encore plus étonnante. C'est que ce n'est pas forcément des personnes qui ont peu de ressources. On a un exemple qui est intéressant, très célèbre, qui est Howard Hughes, donc un Américain qui était, pour ceux qui connaissent, très, très, très riche et qui a fini sa vie seul et Diogène, hein, donc avec un entassement extrêmement important et qui pourtant avait les ressources nécessaires pour avoir du personnel, pour faire vider son logement. Donc, c'était absolument pas un problème là-dessus. Donc sur les ressources financières, finalement, on a aussi des personnes qui ont très peu de ressources. On pourrait se dire, finalement, ils ne vont pas pouvoir entasser parce qu'ils ne pourront pas acheter des choses, mais finalement, on peut récupérer aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui vont récupérer, donc faire les encombrants, faire des salons. Certains en ont peut-être déjà vu avec des petites chariots qui récupèrent les magazines, les goodies. Et là, vous vous dites, en général, vous allez le retrouver dans le logement, entassé. Et finalement, ça ne leur a rien coûté. Donc, les ressources financières, ce n'est pas non plus quelque chose qui peut nous aider finalement dans ce diagnostic. En termes d'habitat, c'est pareil. On peut avoir des logements tout petits surencombrés, des logements gigantesques surencombrés aussi. Moi, j'ai eu des situations dans des cabanes. Je crois qu'on m'avait dit aussi dans des caravanes. Donc, finalement, on peut, dans tout type d'habitat, retrouver ces situations d'encombrement, de négligence. Et donc, malheureusement, pour les personnes qui sont aujourd'hui des bailleurs sociaux qu'on a en grand nombre sur cette visioconférence, effectivement, chez les bailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup du fait du nombre de logements qu'il y a, et dans des très grands logements, dans des petits logements. Il m'est déjà aussi arrivé d'avoir la diogénisation en famille, donc finalement un parent qui a le syndrome de Diogène et un enfant qui vit là-dedans et qui, moi l'impression que j'avais eue,
avaient aussi les mêmes caractéristiques. Donc finalement, peut-être là, de père en fils ou de père en fille ou de mère en fils. Donc ça, c'est des situations qui existent. Donc les habitats sont aussi très, très variés. Et on ne peut pas donner un exemple qui sera toujours le même avec un type d'habitat. Sur la partie hygiène et dangerosité, on a aussi une diversité de situations. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des situations drogènes, dirons-nous, propres, avec des magazines, des livres. J'avais dernièrement un ancien chercheur qui avait toutes ses recherches qui étaient entassées chez lui. Autant vous dire que là, en termes d'odeur, c'était tout à fait acceptable. On avait alors des petites bêtes, on avait quelques souris, mais on n'était pas sur une invasion de punaises de lit ou de cafards comme on peut retrouver dans certaines situations. Mais on peut aussi avoir des situations où la personne conserve, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des produits périssables, donc ces repas, donc des portages de repas par exemple qui sont conservés, stockés, des frigos qui ne fonctionnent plus, qui sont voilà, dans des états terribles. Et donc là, par contre, en termes d'odeur, en termes d'hygiène et donc de sécurité, on va être dans des situations complexes et très graves qui vont peut-être nécessiter une intervention rapide. Même si des retours qu'on a pu avoir, souvent les personnes atteintes de ce syndrome ont finalement peu de problématiques de santé. Alors, on le sait rarement parce que souvent ils sont plus suivis, mais en tout cas vivent pendant des dizaines d'années dans des situations de salubrité qui nous sembleraient vraiment invivables et très dangereuses. Et finalement, dans lequel ils vivent, finalement, ils arrivent à créer une sorte de résistance. Je ne sais pas, on ne l'a pas prouvé, hein, mais bon, c'est vrai que c'est assez étonnant la façon dont vivent certaines personnes et pendant des dizaines d'années. En termes de dangerosité, là, c'est, je pense, ce qui vous intéresse le plus, notamment côté bailleur, c'est se dire à quel moment on part de cette situation où la personne est dans son droit et dans son logement, peut y rester et finalement, si ça n'embête personne, si ça n'a pas d'impact sur sa santé et sur la santé des autres personnes, pourquoi pas. Mais souvent, la problématique, ça va être des dégâts des eaux à répétition, l'impossibilité de refaire tout le réseau électrique et donc souvent des grandes problématiques en termes d'habitat et de dangerosité qui nécessitent une intervention parfois très rapide, qui peut être très négative pour la personne. Et ça c'est un des grands problèmes, c'est que souvent il est nécessaire d'intervenir extrêmement rapidement. C'est très compliqué dans ces situations-là. Donc Agnès nous demandait, personnes seules ou pas. C'est vrai que Gwendoline vous répondait, c'est plutôt des personnes seules qu'on rencontre, même si j'ai pu rencontrer des familles, je vous le disais tout à l'heure, avec un enfant qui habite dans ces situations-là et qui finalement s'est habitué à ça et qui vit avec. Donc ça peut arriver, mais c'est souvent des personnes seules. Il me semble des couples aussi, ça peut arriver, mais je ne crois pas en avoir rencontré. Donc les raisons pour lesquelles une diogénisation peut être arrivée, ce qui vous aidera peut-être à comprendre et à avancer aussi dans ce type d'accompagnement. Alors, il y a plusieurs raisons qu'on peut avoir, plusieurs axes finalement là-dessus. Il y a la possibilité que ça soit une maladie. Donc, il y a certaines personnes, mais ce n'est pas le cas pour tous, hein, qui peuvent avoir des maladies qui sont, par exemple, la schizophrénie, Alzheimer, des problèmes d'alcoolisme, qui peuvent expliquer cette diogénisation. Il peut y avoir dans ces cas-là un bilan, la possibilité d'un traitement, pourquoi pas, et finalement une solution, un débouché possible. Donc ça, c'est une première possibilité. Je vous avoue que moi, c'est pas les situations que je rencontre le plus souvent. Souvent, il n'y a pas forcément de maladies ou de troubles psychiatriques, en tout cas forts, qui ont été détectés. C'est souvent des personnalités finalement assez fortes, qui ont du caractère, qui vont pas hésiter à vous dire je fais comme je veux et c'est comme ça, voire à vous de manipuler, à vous mentir. On peut se retrouver dans des situations qui sont douloureuses, hein, pour les travailleurs sociaux qui se retrouvent avec des
personnalités très différents de ce qu'on rencontre actuellement. Et puis souvent très complexes, donc qui un jour vont vous dire oui, le lendemain vont vous dire non, et vous serez un petit peu désabusé. Moi, je sais qu'on a eu des situations où la personne acceptait l'accompagnement, derrière le refusait le jour J, et par la suite attaquait en justice son bailleur parce qu'il n'avait pas fait le nécessaire. Et là, c'est très délicat, c'est très compliqué et très douloureux aussi pour les travailleurs sociaux qui font tout ce qu'ils peuvent et finalement se retrouvent face à un échec qui peut être mal vécu. Ce qu'il faut savoir aussi et qui est important, c'est que c'est souvent une histoire de vie derrière, une histoire de vie complexe, très douloureuse. J'avais moi une situation avec une personne âgée que j'avais accompagnée, qui était une dame qui avait vécu le génocide cambodgien et qui était arrivée en France avec sa maman très malade. Il y a eu une diogénisation, donc un stockage de nourriture qu'on peut comprendre, hein, là pour le coup, vu sa situation, qui était arrivée à un stade où on avait 1 mètre de nourriture sur tout le logement et malheureusement, on n'a pas trouvé de solution, hein. Ça a été un véritable échec avec un départ en EHPAD, un essai de vider au fur et à mesure qui n'a pas été possible. Donc en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent derrière, il y a une histoire douloureuse et qui peut être intéressante de creuser, de discuter avec la personne pour comprendre et pour essayer d'aller sur un terrain qui est différent que de dire il faut tout jeter, c'est pas possible, votre situation est inadmissible. Donc je pense que ces raisons-là, qui sont parfois multiples, assez complexes, sont importantes à avoir en tête. Dernière partie sur ce que moi je voulais vous présenter sur la partie plus théorique. Il y a des solutions, il y a des possibilités d'accompagnement, mais il faut rester quand même, et ça je pense que c'est très important, lucide, et c'est là-dessus que je veux aussi appuyer aujourd'hui. Donc déjà la première partie, c'est le diagnostic. Si vous avez un collectionneur qui a une collection de timbres ou de bouteilles, de bouchons de bouteilles, peut-être que vous ne serez pas dans une situation de syndrome de Diogène, ou une personne qui vous appelle en vous disant j'ai une difficulté, je n'arrive plus à tenir mon logement. On n'est pas forcément toujours, quand il y a un encombrement, un entassement dans une situation de syndrome de Diogène. Donc vraiment le diagnostic est important, et là je vous invite à reprendre pour le coup les éléments qu'on a expliqués tout à l'heure, donc l'absence de sollicitation, une relation aux objets inhabituels et une négligence dans sa relation à soi et aux autres. Donc cette partie diagnostique est nécessaire avant toute prise de contact. Donc la deuxième étape, c'est vraiment cette prise de contact. Et je sais à quel point elle peut être compliquée, difficile, délicate, et qu'elle peut mettre du temps. Tous les travailleurs sociaux qu'on a rencontrés nous l'ont dit que cette partie prise de contact était le plus difficile, était également très longue et nécessitait d'être d'une grande patience. Des petits outils que je peux vous donner aujourd'hui, souvent il est possible via les animaux notamment de prendre contact avec ces personnes en alors quand ils ont des animaux, hein, un chat, un chien, lorsqu'ils font une sortie par exemple, c'est parfois leur seule sortie, de prendre contact à ce moment-là en leur parlant de leur animal, en finalement prenant contact pas sur leurs problématiques, mais sur la problématique que peut rencontrer l'animal avec lequel ils vivent, qui parfois vit des situations extrêmement délicates et peut être dans une négligence aussi d'hygiène qui est très très grave, et avec des animaux qui parfois décèdent pour cause de négligence. Donc partir sur quelque chose d'annexe, finalement un tiers qui peut être intéressant. Une autre assistante sociale nous avait précisé qu'elle travaillait, elle, en écrivant. Donc, elle faisait passer des petits mots sous la porte de la personne, parce que souvent, la personne ne vous ouvre pas, hein, c'est quand même une des problématiques. Donc, en écrivant des petits mots, en expliquant la raison de sa venue et en les glissant sous la porte. Donc, elle écrivait à la main, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être aussi bien vu comme un souhait de prendre contact d'une façon plus humaine. Donc vraiment, cette partie-là peut être intéressante. Donc les animaux, l'écriture,
en tout cas, pas aller au front en tapant à la porte fortement et en disant à la personne on va tout vider. Vraiment, il y a besoin de douceur, d'humanité dans ces situations qui parfois, effectivement, sont pourtant à un point de non-retour qui pourrait sembler nécessiter une urgence. Mais l'urgence, malheureusement, peut entraîner le fait que la personne va décompenser derrière si vous videz entièrement son logement d'un coup d'un seul. Donc ça, c'est la deuxième point. Et ensuite, je pense qu'il faut être très... alors, je vois qu'il y a un problème de connexion, malheureusement. Hop, je vais regarder. Tac, tac, tac. Je n'arrive pas à me reconnecter. Alors, c'est peut-être votre micro qui est en muet parce que nous, on vous voit, donc c'est que vous devez être connecté logiquement. Donc, sur la partie solution acceptable, il faut se dire que on ne peut pas toujours arriver à la solution qui nous semblerait parfaite avec un logement entièrement vidé, parfaitement impeccable et parfaitement vide. On peut y aller petit à petit, parfois commencer uniquement par les parties communes. L'objectif numéro 1, c'est de sécuriser et d'arriver à quelque chose qui soit acceptable en termes d'hygiène et en termes de sécurité. Une autre solution acceptable et qui nous semble souvent la meilleure solution, c'est que la personne fasse partie du projet, mais qu'elle ne soit pas forcément là le jour du vidage du logement. Ça peut être quelque chose d'extrêmement violent. Et peut être très compliqué. Après, il faut aussi, et nous, ça nous est arrivé aussi, de laisser des choses dans le logement, de laisser un petit bazar, un petit semblant de bazar dans le logement, tout vider, la personne ne se sentira pas chez elle et parfois ça peut entraîner des situations aussi très complexes. Autre chose qui me semble important à vous dire aujourd'hui, c'est que les échecs sont nombreux. Il n'y a pas de culpabilité à avoir sur le fait que parfois ça ne marche pas. Vous allez le voir, Gwendoline va vous présenter des situations et on a eu une situation d'échec complet. Il faut prendre le temps, ça c'est vraiment important. Et parfois, il faut aussi accompagner le voisinage qui est extrêmement stressé et qui vit très très mal en général ces situations, notamment lorsque vous videz les logements. Là, je parle plutôt aussi aux bailleurs. Le fait de vider les logements va remuer des odeurs. Et ça peut être très très complexe. Donc, n'hésitez pas à en parler, à impliquer les voisins, le voisinage dans ces situations, et ça c'est vraiment important. Donc, je vais maintenant laisser Gwendoline présenter 2 exemples que nous avons rencontrés qui vont vous permettre d'avoir une petite idée de comment finalement accompagner, résoudre ces situations. Et puis ensuite, on présentera la solution d'accompagnement proposée par Samuel. Bonjour à tous, alors j'espère que tout le monde m'entend. Ben, on t'entend, enfin en tout cas de notre côté, ça a l'air d'être bon. Ok, très bien. Superbe. Alors, pour cette problématique-là que nous avions rencontrée, c'est une personne qui habite un grand appartement en région parisienne de plus de 90 mètres carrés. Ça a été un gros souci pour nous pour trouver une organisation qui convenait à tout le monde. Donc, la problématique, c'est que la personne, en plus d'encombrer son logement personnel, encombrait aussi les parties communes. Donc, les couloirs, les escaliers et l'accès à l'ascenseur. Donc, ça devait être très compliqué. Ce qui a déclenché tout ça, c'est que les voisins ont commencé à se plaindre au niveau de la mairie et du commissariat. Donc, ça a fait beaucoup de bruit. Cette personne est sous tutelle. Et donc, elle-même refusait de vider son logement, sauf que la tutelle prenait le dessus. Donc, c'était très compliqué. Comme Gwendoline le disait, ça a été très long pour mettre en place un lien de confiance qui était quand même extrêmement fragile, puisqu'à la moindre faux pas, c'était brisé et il fallait tout recommencer sur des semaines et des semaines. Et comme elle encombrait beaucoup son logement, il y avait de fortes odeurs qui étaient extrêmement désagréables. Vous imaginez l'état de son logement. Donc, du coup, sur les photos, ce que vous voyez, c'est sa terrasse, parce qu'elle avait également une terrasse de toit qui faisait l'équivalent de son appartement, plus un balcon. Donc, vraiment, on était sur un sacré volume à débarrasser. Ça a été fait en plusieurs temps. Tout d'abord, on a fait donc les parties communes et la terrasse de toit.
et il y a eu un sacré volume d'enlevés. Et ce qui a été mis en place pour cette personne, comme c'était vraiment un Diogène plus, donc du coup, il fallait vraiment qu'on surveille en fait, qu'elle ne recommence pas. Donc toutes les 2 semaines, moi, j'allais voir son logement et les parties communes, puisqu'elle ne voulait laisser rentrer personne dans son logement. Donc on s'installait sur le palier toutes les deux et on discutait. Donc toutes les 2 semaines, j'allais la voir. Ça me permettait, moi, de m'assurer que les parties communes n'étaient pas à nouveau encombrées. Et si ça l'était, le gardien était très, très actif dans cette situation, puisqu'il mettait à disposition une grosse benne à ordures dans le couloir pour que la dame se mette à elle-même jeter des choses. Alors, pour nous, c'était 3 fois rien, puisqu'elle jetait un magazine toutes les semaines environ. Mais pour elle, c'était un sacré effort de faire ça et ça lui permettait en fait d'intégrer le fait qu'elle devait en fait arrêter d'encombrer les parties communes pour que le voisinage se porte mieux. Et donc, si jamais elle recommençait, eh bien, on a fait intervenir nos équipes pour que de nouveau, il y ait un désencombrement, etc. Donc, ça ne lui faisait pas plaisir de nous voir à chaque fois. Donc, on essayait un peu de trouver des compromis. Si vous ne voulez pas nous revoir, eh ben, arrêtez d'encombrer les parties communes. Et en fait, donc l'enjeu pour cette mission, c'était que il y allait avoir une expulsion du logement. Donc, avec notre intervention, on a retardé en fait cette problématique-là. Et ensuite, la tutelle nous a demandé de vider tout le logement complètement. Et donc là, ça a été vraiment trop compliqué pour la dame. Là, on l'a perdue complètement. C'était vraiment trop pour elle psychologiquement à intégrer. Et donc, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, puisque là, vraiment, ça a été très, très loin, puisqu'elle a été hospitalisée d'urgence. Il y a eu une fugue de l'hôpital. Après, elle a réintégré le logement. Enfin, voilà, ça a été extrêmement compliqué. Et là, comme Gwendoline le disait, au niveau des ressources, ça dépend des personnes, puisque cette dame-là avait largement les ressources pour avoir une aide à domicile, pour en fait avoir les moyens que quelqu'un prenne soin d'elle, et ce n'était pas le cas, et c'était donc du coup madame qui payait à 100% nos interventions. Voilà. Je te mets l'exemple 2 si tu veux. Parfait, merci beaucoup. Pour le deuxième exemple, c'était là donc un locataire, un résident de bailleur social. Et la problématique, elle a été déclenchée parce que le logement nécessitait des travaux au niveau des radiateurs. Et quand les ouvriers ont demandé à entrer, que le bailleur social a demandé à venir, alors déjà, ça a été compliqué pour rentrer. Et en plus, quand elles sont parvenues enfin à entrer, ils se sont aperçus que les radiateurs étaient complètement inaccessibles en fait par le bazar de la personne. Et donc là, pour le coup, c'était un Diogène très propre, puisque c'était que des CD. Monsieur accumulait en fait des CD qui étaient même encore sous blister d'ailleurs, qu'il n'avait même pas encore ouvert. Donc là, toutes les photos que vous voyez, en fait, c'est des paquets de CD et de magazines. Et quand on a commencé à parler avec monsieur de solutions pour jeter les objets, donc là, on a fait face à un refus complet. Pendant plusieurs semaines, il a même refusé de nous ouvrir et de nous parler. Donc, on ne pouvait plus avoir accès à aucune communication avec lui. Donc là, pareil, un travail de à nouveau établir une confiance a été fait pendant des semaines. Et on a trouvé un compromis, une solution avec lui. Donc, rien n'a été jeté finalement. La photo que vous voyez en bas à gauche, c'est qu'il y avait une petite pièce qui n'était pas très encombrée. Et en fait, on l'a dédiée au déplacement. En fait, on a déplacé le problème finalement, puisque les affaires qui obstruaient les radiateurs ont été mises en carton et les cartons ont été stockés dans la petite pièce. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver un compromis et que le bailleur social a pu faire intervenir ses équipes pour les radiateurs. Donc là, du coup, le financement a été pris à 100% par le bailleur social. Et donc, on a pu arriver à nos fins, finalement, pas comme l'exemple d'avant. Et les acteurs qui ont été présents pour cette mission, ça a été donc beaucoup les conseillères sociales du bailleur social et nous-mêmes. Voilà.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Et puis après, je laisse Gwendoline Cotresse, du coup, reprendre la main. Super. Oui, n'hésitez pas à poser des questions à Gwendoline sur directement la conversation. Donc là, on voit bien qu'il y a deux. Merci beaucoup, Gwendoline. Il y a deux exemples qui nous montrent qu'il y a un exemple avec un échec. C'est des choses qui arrivent malgré toutes les choses mises en œuvre. Et puis un deuxième exemple où là, on a fait un pas de côté finalement. On n'a pas vidé, mais on a réussi à arriver à nos fins tout en permettant à ce monsieur de garder ses affaires. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Samuel qui va pouvoir nous présenter sa solution de réalité virtuelle, donc proposée par le CEN STIMCO et l'hôpital Broca. Donc, je te laisse le présenter. Pendant ce temps-là, je vais faire les petites choses techniques pour pouvoir vous partager la solution dans quelques instants. Ok, merci. Donc, rebonjour. Oui, alors déjà, c'est très important de le dire. Donc, c'est un travail qui est fait depuis maintenant 3 ans, hein, par une équipe assez large. Donc, effectivement, moi, je travaille sur cette solution que je vais vous présenter. Mais il y a aussi donc le docteur Laurence Hugonneau qui a l'initiative du projet, dont Gwendoline vous a parlé tout à l'heure et que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il y a aussi tout un tas de membres de l'équipe du CEN STIMCO, le professeur Rigaud, la directrice du Broca Living Lab, Maribel Pinault, voilà, qui sont à la manœuvre aussi, qui travaillent beaucoup sur ce projet. Et il est soutenu par à la fois la fondation de recherche de Leroy Merlin, qui s'appelle Leroy Merlin Source, et aussi par la conférence des financeurs de la ville de Paris. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment pas tout seul à travailler là-dessus, c'est très important. Donc la vidéo que vous voyez là en fait que Gwendoline a lancée, c'est une petite vidéo qu'on a faite pour expliquer le principe du dispositif. Donc on va la faire passer plusieurs fois, puis je vais vous commenter un petit peu ce qui se passe en même temps. En gros, l'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont donc un syndrome de Diogène de venir à l'hôpital Broca et en fait de construire un modèle de leur appartement ou d'une partie de leur appartement ou d'une partie de leur lieu de vie en 3D avec un éditeur inspiré des Sims, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qu'on a mis en place. Donc vous voyez qu'on peut ajouter, voilà, on peut créer en fait une configuration, mais ses meubles, ses fenêtres, ses portes et ainsi de suite. Et puis ensuite, ce que vous voyez là, c'est donc on peut choisir en fait un certain nombre d'objets encombrants qu'on va larguer dans la pièce et ensuite proposer à la personne de s'entraîner, entre guillemets, hein, à désencombrer en fait le logement, ou en tout cas le logement virtuel, à l'aide, voilà, d'une pince qui permet de ramasser les choses par terre et de sacs poubelles dans lesquels on va mettre du coup les objets. Alors, le point qui est très important, hein, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire très vite, comme je vous disais, ça fait 3 ans qu'on travaille sur là-dessus, donc j'aurais des milliards de choses à dire, mais ce qui est important de dire, c'est qu'à ce stade, on a réussi à développer un protocole de prise en charge qui repose en fait sur une séance unique de réalité virtuelle, c'est-à-dire en fait c'est une session où la personne vient évidemment et donc faire le travail là qu'on vient de décrire et donc où effectivement l'objectif, vous pouvez vous en douter, n'est pas d'accompagner un désencombrement sur la durée et de résoudre le problème. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'on voit cette séance de travail sur le désencombrement en réalité virtuelle, qui est quand même accompagnée par un psychologue de l'hôpital Broca, comme un potentiel moyen de créer une sorte de déclic, et notamment donc, le docteur Cantegray, Inge Cantegray, qui a traité pas mal de patients Diogène. Les deux choses sur lesquelles elle insiste, c'est vraiment l'idée d'une part d'une prise de conscience, puisque les patients qui ont accepté de venir aujourd'hui tester l'outil, généralement, ils déclaraient avoir un petit problème de rangement.
Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment un euphémisme quoi, par rapport à la réalité du souci qu'ils avaient. Et donc, c'est vrai que venir un coup et faire cette modélisation une première fois peut être une manière de prendre conscience qu'il y a un souci. Par exemple, on a une personne qui a fait cette modélisation et puis qui est rentrée chez elle après et qui m'a rappelé et qui m'a dit vous savez, j'ai compris que j'avais un problème parce qu'en fait, j'ai oublié, quand j'ai modélisé l'appartement, j'ai oublié des meubles, j'ai oublié de mettre certains des meubles que j'avais parce qu'ils étaient recouverts en fait de bouquins. Et elle m'a dit, voilà, si j'ai oublié ces meubles, si j'encombre à tel point que j'ai oublié ces meubles, c'est quand même qu'il y a un souci et que ce n'est pas un simple petit problème de rangement. Voilà, donc ça c'est la première chose, la prise de conscience. Et la deuxième chose qu'on attend de cette séance, c'est vraiment une manière en fait de reprendre le contrôle, de restaurer une forme de sentiment de contrôle sur la situation, puisque souvent en fait, les patients avec qui on a discuté dans l'élaboration de cet outil, la manière qu'on a de les prendre en charge, c'est d'abord de reconnaître, en fait, de les aider à verbaliser quelque chose de fréquent chez eux, qui est une sensation justement d'avoir perdu le contrôle sur leur environnement. Et que souvent, l'encombrement, c'est justement une manière d'essayer d'avoir un contrôle, sur son lieu de vie, sur son environnement, et que petit à petit, en fait, on perd voilà, ils perdent la sensation d'être en capacité de désencombrer et de gérer au mieux leur lieu de vie. Et en fait, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que c'est quand même beaucoup moins anxiogène à faire en réalité virtuelle, puisque voilà, on n'est pas vraiment chez soi, on se rend bien compte que tout ça est virtuel, voilà, c'est beaucoup moins difficile en fait de se mettre à jeter des objets en réalité virtuelle, mais néanmoins c'est quand même généralement une épreuve. Les patients vont nous dire assez systématiquement ah oui bien sûr cet objet là pas de problème, je peux le jeter, après tout ça n'est que virtuel, mais je vais quand même le ranger là d'abord sur cette étagère. Voilà, c'est un discours qu'on a très fréquemment. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, du coup, la réalité virtuelle permet de provoquer un petit peu l'anxiété associée, l'inconfort associé au fait de jeter les objets, mais à un niveau plus faible, dans un contexte plus rassurant, qui permet de lutter contre plus facilement et donc de se rendre compte que oui, potentiellement, on pourrait le faire. Et du coup, ensuite, l'idée, c'est de travailler avec les personnes qui suivent, voilà, avec les professionnels de santé ou les professionnels du social qui suivent ces personnes pour accompagner le désencombrement ensuite dans la durée, mais plus avec de la réalité virtuelle, simplement voilà, en espérant avoir provoqué un déclic. Et donc, je vais terminer là en disant que, du coup, pour ceux qui le souhaitent, alors évidemment, en ces temps de confinement, on ne sait pas exactement quand est-ce que cette activité va pouvoir reprendre, mais pour ceux qui le souhaitent et qui, en général en Île-de-France, mais quand même surtout à Paris, parce que l'hôpital Broca est situé à Paris, nous pouvons accueillir des patients consentants, bien sûr, accompagnés donc d'une personne qui les suit, pour leur proposer cette séance de réalité virtuelle qui dure environ 1h30, 2h, ça dépend de la situation, et qu'on fait donc en collaboration avec les professionnels qui suivent la personne, et on prend en charge le transport aller-retour de la personne depuis chez elle pour lui permettre de venir dans les meilleures conditions. Voilà. Deuxième point, si certains, effectivement, il s'agit d'un logiciel qui est open source, qui est gratuit, qui est dans un état de prototype de recherche, donc assez compliqué à faire fonctionner, mais néanmoins loin d'être impossible. Le matériel nécessaire, c'est un PC, un casque de réalité virtuelle classique, ça coûte autour de 3 000 €. Donc, si certains parmi vous sont intéressés pour, à terme, installer la chose, proposer ce genre de séance dans leur propre structure, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Et nous, en tout cas, on est en capacité, comme je vous disais, de
partager librement le logiciel. Par contre, il faut avoir sur place quelqu'un avec une compétence, d'une part, quelqu'un avec une compétence technique qui pourra, je dirais, assurer l'installation. C'est pas hyper compliqué, mais ça demande quand même, voilà, faut avoir quelqu'un d'un peu geek, quoi, comme on dit. Et puis, bien sûr, aussi quelqu'un qui a envie d'accompagner les séances parce que, voilà, il faut quand même un professionnel formé et bienveillant pour recevoir les personnes. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. C'est très, très clair, comme toujours. Merci. Parfait. Donc là, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions pour Samuel notamment, ou pour Gwendoline ou pour moi-même, de les noter dans la conversation. Moi, je vais remettre la présentation. Donc, on se garde là quelques minutes pour des questions. N'hésitez surtout pas. Et je vais vous mettre le lien aussi sur le questionnaire satisfaction de cette visioconférence qui vous permettra aussi d'évaluer cela. Alors, donc, je sais qu'il y avait des questions. Il y a eu des questions notamment sur la partie financière. Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a tout un volet dont on aimerait vous parler sur une prochaine visioconférence. C'est la partie effectivement financement de ces situations-là. Alors Fabienne me demande, un suivi psychologique est-il proposé systématiquement? Alors moi, des situations que j'ai rencontrées, c'était pas toujours le cas. Est-ce que Samuel, toi, tu avais des situations où il y avait un suivi psychologique? C'est toujours le cas ou pas? Non, alors c'est pas toujours le cas, ça dépend. En fait, l'idée c'est de travailler. Nous, enfin en tout cas dans le protocole qu'on met en place, nous il s'agit de, comme je disais, de séances uniques. Éventuellement, la personne, si elle le souhaite, peut revenir. Ce qu'on lui dit, c'est que c'est pas une question de, ce sera pas un suivi organisé, ce ne sera pas quelque chose de ce ne sera pas comment dire, on lui reproposera en fait la même chose. On va pas lui refuser de revenir, mais on lui reproposera la même chose, quoi. Il s'agit pas d'un suivi, voilà, sur la durée. Et puis, par contre, justement, l'idée c'est de pas, et puis ça fait le lien avec la deuxième question que je vois. L'idée c'est de pas travailler en isolation. On travaille beaucoup à créer un réseau en fait de professionnels, à la fois pour l'amont et pour l'aval, autour de l'expérimentation. Pour justement que les gens, quand ils viennent, ensuite, ils ne soient pas largués dans la nature. C'est-à-dire que c'est très important justement que ce qu'on a compris, ce qu'on a déclenché, ce qu'on a ouvert pendant cette session, eh bien, ça puisse être suivi ensuite avec les professionnels qui accompagnent ces personnes. Donc, on les oriente quand on peut. Quand elles sont d'accord, on les oriente vers, par exemple, le CMP qui convient ou parfois la consultation de l'hôpital Broca. Mais il faut voir que ça, c'est des solutions au cas par cas qu'on n'a pas forcément la capacité de mettre en œuvre systématiquement. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les personnes l'acceptent aussi pas forcément du tout facilement. Donc en fait, on préfère collaborer avec un professionnel, qu'il soit psychiatre, psychologue, travailleur social, quoi que ce soit, mais en qui la personne a confiance, plutôt que systématiquement orienter vers un suivi psychologique que la personne ne va pas nécessairement accepter et qui ne va pas nécessairement fonctionner. Voilà. Oui, il y avait des questions sur la duplication de l'outil. Ouais, alors je vois. Alors déjà, je vois comment on oriente vers. Comment on oriente. Ça, c'est un point important. C'est aujourd'hui, justement, on travaille beaucoup, on présente, et c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, l'idée, c'est de présenter le dispositif à un maximum de professionnels pour que ensuite, ces professionnels puissent nous appeler, nous dire voilà, moi j'ai quelqu'un à qui je pense que ça pourrait être utile, et puis on voit ensuite quelle est la meilleure stratégie. On voit, enfin avec la psychologue qui s'en occupe, on voit quelle est la meilleure stratégie pour proposer à cette personne, parce que des fois il vaut mieux que ce soit le professionnel qui propose, des fois il vaut mieux que ce soit nous qui l'appelions et que le professionnel ne simplement demande son consentement pour transmettre ses coordonnées. Des fois, enfin, il y a plein de, c'est un peu au cas par cas, quoi. Mais l'idée, effectivement, c'est la manière dont les gens sont référés, c'est un professionnel qui accompagne les personnes, quel qu'il soit médical ou pas,
qui nous appelle et nous dit voilà, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec telle personne. Et ensuite, est-ce qu'on a envisagé d'étendre la prise en charge? Bien sûr, mais effectivement, pour l'instant, on est vraiment en phase d'évaluation. Il y a 10 patients qui ont participé aujourd'hui, non, 13 patients qui ont participé aujourd'hui à la construction de l'outil, et il y a un seul patient avant le confinement qui a pu suivre le protocole tel que vraiment finalisé, quoi, tel qu'on souhaite le mettre en œuvre. Et du coup, on en a encore, on a prévu d'en faire, on a prévu de rester, de mener une phase d'expérimentation sur 50 personnes au total. Voilà, avant de réfléchir à l'étendre. Alors maintenant, question suivante. La duplication de cet outil nécessite-t-elle de passer par un établissement hospitalier? Non, absolument pas. En fait, on ne sait pas bien ce que ça nécessite puisqu'il n'y a encore personne qui l'a dupliqué. Donc, on ne sait pas bien vous dire. C'est à vous de… Voilà, donc on est prêt à construire ça s'il y a des gens qui sont motivés. On sait que dans les hôpitaux, il y a dans les autres hôpitaux de la PHP, puisque nous on fait partie de la PHP, il y a plusieurs consultations qui sont partantes. Maintenant, on n'en a pas encore monté d'autres, donc voilà. Et puis en plus, on ne pense pas que ce soit un outil qui soit réservé du tout au domaine hospitalier parce qu'il peut être tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, on est soutenu par des bailleurs sociaux en ce sens. Donc, voilà, ça peut tout à fait être… Alors ensuite, y a-t-il des personnes qui cessent d'être classées Diogène et qui réussissent à réagir? Ça, c'est… J'ai répondu à Marie-Christine, effectivement, qui voit le côté positif. Et j'ai répondu que oui, ça arrivait souvent avec un accompagnement sur le long terme, avec notamment des aides à domicile qui vont aider à reprendre le lien avec son logement. Et voilà, après, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Et alors, je vois là, le logiciel peut-il intégrer des mises en situation avec des vidéos du logement concerné? Alors, j'ai voulu faire vite, mais effectivement, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'au moment où on prépare la séance, au départ, ça commence par un coup de fil avec la personne, ou en tout cas une prise de contact avec la personne, parce qu'il y en a qui n'ont pas le téléphone, hein, donc on se débrouille pour prendre contact avec la personne. De manière justement à pouvoir préparer avec elle, lui expliquer ce qui va se passer, préparer avec elle l'entretien. Et une des approches qu'on a, c'est de lui demander de nous envoyer des photos, si elle est d'accord. Donc, alors en collaboration avec le professionnel, on lui demande justement de nous envoyer des photos, ce qui nous permet, alors, parfois de préparer un petit peu la modélisation en amont, si on peut, mais ce n'est pas forcément indispensable. Mais plutôt de fournir en fait une base de discussion et je dirais faciliter en fait derrière la personnalisation, voilà, du lieu qu'on voudra modéliser. Donc oui, on le fait et c'est très utile. Et d'ailleurs, on le refait justement par un coup de fil de suivi après où on demande à la personne de nous renvoyer, si elle est d'accord, hein, bien sûr, les mêmes photos en nous montrant, si possible, ce qu'elle a pu justement désencombrer en vrai une fois que une fois qu'elle a fait la séance, si jamais ça a pu l'aider. Voilà. Peut-être, il est 30. Samuel, est-ce que je peux te laisser répondre peut-être par écrit? Il y a 2 autres questions qui sont arrivées et moi, je vais finaliser la conférence, si OK pour toi. Très bien. Parfait. Donc, merci à tous.